Punchline. Anthony Favali sur Europe 1. De retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Je suis toujours avec Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, Gérard Leclerc, journaliste politique, et Thibaut de Montbrial, président du Centre de réflexion de sécurité intérieure et avocat. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je voudrais qu'on aborde maintenant ce terrible drame qui s'est produit aux États-Unis. Les États-Unis sous le choc après cette fusillade dans une école du Texas. Ce mardi, un adolescent de 18 ans a tué 21 personnes et parmi les victimes, 19 enfants, des enfants âgés d'une dizaine d'années seulement. L'auteur de cette fusillade a été abattu. On va tout de suite rejoindre notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. Bonjour Elisabeth, je voudrais tout d'abord avec vous revenir sur les faits. Que s'est-il déroulé exactement ce mardi soir ? Alors, a priori, et on va avoir confirmation parce qu'il va y avoir une conférence de presse dans l'heure qui vient, la police en tout cas a été alertée, a été appelée dans le quartier de l'école primaire avant la fusillade, à l'adresse de la grand-mère de Salvador Ramos, donc le jeune auteur de la fusillade, parce qu'il a tiré sur sa grand-mère avant de s'échapper en voiture. Donc la police a été à ce moment-là appelée. Lui a roulé à toute vitesse en voiture. Il s'est arrêté devant l'école. On ne sait pas s'il s'est arrêté parce qu'il s'est retrouvé dans le ravin et qu'il a fait une mauvaise manipulation de conduite ou s'il avait vraiment visé cette école. En tout cas, il a réussi à entrer dans l'établissement scolaire et à s'enfermer, se barricader dans une classe de fourth grade, qui est l'équivalent de CM1. Et donc, c'est là où ça a été particulièrement délicat pour la police parce que c'était difficile d'entrer dans cette classe. Elle a dû faire appel à une équipe, une unité spéciale habituée à ce genre de situation. Et c'est là où ça a pris un peu de temps, peut-être 20 minutes, peut-être 30 minutes. On n'a pas le détail, mais ça a été très long. On imagine le cauchemar qu'ont vécu ces enfants avec leurs professeurs enfermés avec ce jeune homme lourdement armé qui donc a ouvert le feu. Il a été ensuite abattu par la police. Il y a eu des échanges de coups de feu. 2 agents ont été blessés, mais on imagine donc ce drame. Encore une fois, on n'a pas encore tous les détails. Une conférence de presse devrait avoir lieu dans l'heure qui vient. Et on rappelle ce terrible bilan, 21 personnes tuées, dont 19 enfants âgés d'à peine une dizaine d'années. Elisabeth Guedel, parlez-nous du profil du tueur. Vous nous avez donné son nom, Salvador Ramos. Salvador Ramos, oui, 18 ans, et c'était un lycéen, un ancien lycéen de la petite ville du Valdez. Il était originaire de cette région. D'après ses camarades de classe, il était plutôt gentil, plutôt silencieux, mais il a été victime de harcèlement, notamment sur les réseaux sociaux. Et depuis quelques mois, son comportement a changé. Il a été obsédé par les armes à feu. Il s'est offert pour son anniversaire 2 fusils d'assaut qu'il a achetés en toute légalité dans l'État du Texas. Et donc là, il avait posté des messages un peu inquiétants sur Instagram. Donc ses camarades ont vu quelque chose, ont senti qu'il y avait quelque chose qui avait basculé, mais ils n'avaient pas bien compris. En tout cas, il avait quitté le lycée et s'était enfermé dans cette obsession des armes. Cette nouvelle tuerie, elle a suscité l'émotion dans le monde entier, plus encore, j'imagine, aux États-Unis et notamment au sein de la classe politique. Tous les Américains choqués, stupéfaits effectivement, et la classe politique, les démocrates notamment. Vous savez que depuis 10 ans, rien n'a été fait. Je parle de 10 ans parce qu'on fait tous référence à la fusillade à Sandy Hook dans le Connecticut, qui a été une fusillade épouvantable. 20 enfants sont tombés sous les balles d'un jeune de 20 ans. Donc c'est la référence de l'ultime horreur dans ce genre de tuerie, de massacre aux États-Unis. Et malgré ces 20 enfants morts il y a 10 ans et maintenant ces fusillades qui se sont répétées, que ça soit dans les écoles, dans des églises, dans des supermarchés, il y a 10 jours à Buffalo, eh bien rien n'a jamais été fait. Donc effectivement, les élus démocrates sont vent debout. Barack Obama avait essayé avec son vice-président Joe Biden à l'époque de faire passer une loi pour au moins imposer une vérification des antécédents de tout acheteur pour toutes les armes. Ça avait échoué et depuis ça a échoué. La classe politique qui est vent debout. Le sénateur du Connecticut notamment a fait un vibrant plaidoyer pour agir, pour appeler ses collègues à agir au Congrès. On l'entendra dans quelques instants justement. Elisabeth Guedel, vous avez couvert, vous nous parliez à l'instant de ce terrible drame de Sandy Hook, c'était il y a 10 ans, donc en 2012 dans le Connecticut, et on se souvient à ce moment-là des larmes de Barack Obama.
Et oui, tout le monde se souvient de ses larmes d'impuissance. Et ça avait été terrible pour lui de voir qu'on n'avait pas pu protéger ses enfants. Il faut savoir que Newtown, dans le Connecticut, c'était la petite ville parfaite, paradisiaque, avec des familles, des jolies petites maisons. Et donc jamais on n'avait pensé que des enfants pouvaient être en danger, perdre la vie dans leur école. Il faut savoir, quand on couvre ce genre d'événement, je pense que c'est l'événement l'actualité la plus difficile à couvrir. C'est toute une communauté qui est plongée dans un chagrin et une douleur indescriptible et de façon irrémédiable. Et ça, on avait beaucoup de gens en larmes, évidemment. Et donc, Barack Obama avait exprimé lui aussi sa douleur, son empathie pour toutes ces familles. Et puis après, l'échec au Congrès, il n'avait pas pu réussir à faire changer les choses, à faire bouger les lignes sur les armes à feu. Merci infiniment Elisabeth Guedel pour toutes ces précisions. Je le rappelle, vous êtes en direct de New York aux États-Unis. Cela relance évidemment dans le pays le débat sur la prolifération des armes à feu. Les lobbies sont-ils plus puissants, le lobby des armes bien sûr, que la Maison-Blanche? C'est la question que je voulais vous poser autour de la table. Thibaut de Montbrial, les fusillades, les tueries de masse, c'est un cauchemar chronique pour les Américains. Ce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs qui ne sont pas forcément familiers de la législation américaine, c'est que précisément, il n'y a pas de législation unie aux États-Unis. Il y a une législation qui ressort de la responsabilité de chacun des 50 États. Le Texas est un des États qui a la législation la plus libérale, mais vous avez tout un tas d'autres États dans lesquels l'achat d'armes, qui serait en équivalence en France à titre sportif, à titre de loisir, est encadré avec certains types d'armes qui sont interdites et surtout un achat qui est subordonné à ce qu'on appelle des background checks, c'est-à-dire des recherches d'antécédents avec des fichiers, etc., voire à des certificats médicaux. En France, il faut savoir, parce que les gens doivent aussi se poser la question de savoir, et chez nous, on peut acheter dans le cadre du tir sportif un certain nombre d'armes, mais d'abord pas des fusils automatiques en version ce qu'on appelle full auto, c'est-à-dire qui tirent en rafale, ça c'est interdit. Et d'autre part, il y a une enquête de police et la nécessité de consulter un médecin qui engage sa responsabilité dans un certificat médical. La deuxième observation que j'ai, toujours par rapport aux Français, parce qu'en réalité, les gens qui nous regardent, nous n'y pouvons rien à la législation américaine. Mais par contre, peuvent aussi se poser la question de savoir comment nous réagirions s'il y avait un drame comme celui-là en France, que ce soit l'acte d'un déséquilibré ou que ce soit des motivations politiques, islamistes ou autres, puisqu'on sait que l'État islamique a toujours dit qu'il essaierait d'attaquer un jour une école en Europe, etc. Ce que j'ai entendu dans le reportage de votre journaliste, c'est qu'on a attendu une unité spécialisée pendant plusieurs dizaines de minutes et que pendant ce temps-là, le massacre s'est perpétré. En France, depuis 2016, c'est-à-dire depuis après le 13 novembre, il y a eu ce qui s'appelle un schéma national d'intervention qui a vocation à permettre, dans l'hypothèse d'une telle action sur le territoire français, aux premiers policiers ou gendarmes arrivant, même s'ils ne sont pas spécialisés dans l'intervention comme le sont le GIGN ou le RAID, d'initiative, s'ils estiment en être capables, ils ont le choix, d'entrer pour faire cesser la tuerie si elle a lieu. Donc il faut savoir qu'en France, ce genre de cas est prévu, que nos policiers et nos gendarmes sont plus ou moins formés selon leurs unités, mais qu'ils ont d'ores et déjà l'autorisation d'initiative d'intervenir en direct si jamais il se passe quelque chose comme ça et s'ils s'en sentent capables. On est mieux armé finalement que les États-Unis face à ce genre de phénomène? Je dis pas ça parce que les États-Unis sont une culture dans laquelle il y a une violence par arme à feu qui est bien supérieure à celle qu'elle est en Europe et en particulier en France. Donc ça veut dire qu'il y a une délinquance qui utilise beaucoup plus d'armes à feu. Il y a des citoyens qui sont beaucoup plus entraînés et habitués aux armes à feu et donc il y a une police qui est plus entraînée au tir que les unités de police notamment en France. Les écoles là-bas sont protégées ou... Ça dépend des États. Vous avez même des États où il y a des portiques pour détecter les armes, ce qui est un peu triste quand on y pense. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, parce qu'encore une fois, moi, ce que je pense qui intéresse aussi les gens qui nous regardent, c'est de savoir ce qui se passe chez nous, et qui nous écoutent, sur Europe 1, ce qui se passe chez nous. Donc c'est que ce cas de figure, il est prévu et qu'aujourd'hui, nos policiers et nos gendarmes ont le droit d'intervenir, même sans renfort, s'ils estiment qu'il y a un massacre en cours et qu'il faut y aller. Gérard Leclerc. Oui, fort heureusement, parce qu'on se plaint beaucoup, il y a juste raison, de la violence en France, mais enfin la situation est totalement incomparable avec ce qui se passe aux États-Unis. Les États-Unis, c'est quand même 21 000 morts par an, 21 000 homicides. 21 000 homicides, dont 17 000 par arme à feu. Et parmi ces 17 000, il y a 650 enfants. Et depuis le début de l'année, il y a eu 213 fusillades. 213 fusillades dans des écoles, dans des centres commerciaux, etc. C'est une folie complète. Alors, pourquoi quelle est l'explication? Bon, les États-Unis, il y a dans la culture américaine une violence. L'histoire américaine est assez violente. Il y a eu un film qui s'appelait Gang of New York, je me souviens, où ils expliquaient un peu ça. Mais il y a aussi, et surtout,
C'est le fait que tout le monde, quasiment, peut acheter une arme sans permis. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas précis du meurtrier. Il a acheté cette arme auprès d'un particulier. Voilà, et il a acheté 2 fusils d'assaut, paraît-il. 2 fusils d'assaut, comme ça, il a 18 ans, il va dans un magasin, il achète 2 fusils d'assaut, et donc ensuite, ça se termine par la fusillade. C'est quelque chose d'absolument invraisemblable et qui s'explique par la puissance de la National Rifle Association, la NRA, le lobby des armes américains. Voilà, le lobby des armes américains qui fait échouer toutes les tentatives pour justement réglementer davantage le vente d'armes. C'est une association qui est extrêmement puissante, qui finance, parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas les règles de financement des partis politiques et des candidats comme ça existe en France, et donc qui finance clairement, vu au-dessus de tout le monde, un certain nombre de candidats, notamment, il faut bien le dire, chez les Républicains. Et donc, aucun, y compris quand vous posiez la question, est-ce que le lobby des armes est plus fort que le gouvernement américain? D'une certaine façon, oui. Parce que il y a eu plusieurs présidents américains, dont Obama, dont Biden, qui demandent à ce qu'on réglemente. Je me rappelle des larmes de Barack Obama. Voilà. C'est pour ça que je pose cette question, parce qu'un président américain peut pleurer pour un drame comme celui-ci, et puis on se rend compte que 10 ans plus tard, la situation est toujours la même. Au moment du vote au Congrès, eh bien, il y a une majorité contre. Voilà, ça se passe comme ça. Je voudrais qu'on écoute l'émotion de Chris Murphy, les sénateurs du Connecticut, où s'est justement déroulée la tuerie de Sandy Hook en 2012, et il réagit bien sûr à cette tuerie dans le Texas. Que faisons-nous? Que faisons-nous? Quelques jours seulement après qu'un tireur soit entré dans une épicerie pour abattre les clients afro-américains, nous avons un autre Sandy Hook sur les bras. Que faisons-nous? Il y a eu plus de fusillades de masse que de jours dans l'année. Nos enfants vivent dans la peur chaque fois qu'ils mettent les pieds dans une salle de classe, car ils pensent qu'ils seront les prochains. Gabriel Cluzel, l'émotion de la classe politique aux États-Unis n'y change strictement rien. Oui, c'est terrible, mais derrière ces armes à feu, il y a aussi un problème d'une jeunesse, de ces responsables de ces tueries, parce que je peux souscrire à tout ce que vous dites, mais néanmoins, c'est celui qui tient l'arme à feu qui reste coupable. Comme chez nous, quand il y a une épidémie d'égorgement, c'est pas en interdisant les couteaux que on va résoudre le problème. Il faut analyser ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, je vous renvoie à un film très intéressant, puisque vous parliez de cinéma, un film qui avait été présenté, qui faisait partie de la sélection du Festival de Cannes en 2011, qui s'appelle We Need to Talk About Kevin. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça montre un enfant, c'est un peu l'enfant roi, hein, ça pose de vraies questions à nous autres occidentaux, qui grandit et qui finit par tirer, comme vous l'avez décrit, sur ses petits camarades, sauf qu'il ne tire pas avec une arme à feu, il tire avec un arc et des flèches, et il en tue des dizaines. Donc au-delà de la nature de l'arme, il y a aussi un profond malaise dans notre jeunesse qui existe aussi en France, hein, parce que parlant sauvagement, alors moi je veux bien qu'on dise qu'on se réjouisse, tout va très bien de Madame la Marquise en France, les chiffres sont difficilement comparables des États-Unis à la France, parce que nous n'avons évidemment pas la même population, et puis vous disiez c'est un peu triste de mettre des portiques anti-armes à feu devant les écoles, c'est vrai, mais je vous rappelle quand même que nous avons aussi des barrières devant nos écoles. Il fut un temps pas si ancien où nous pouvions nous garer devant les écoles, et il y a des risques aussi en France. Cher Gabriel, je suis peu suspect de ne pas en parler. Exactement, bien sûr. Et donc ça, c'est des risques extrêmement forts. On pourrait rapprocher de ça aussi des statistiques aussi sur les suicides de jeunes, qui finalement, c'est une violence qui retourne contre eux-mêmes, qui sont très, très, très fortes en France. Alors moi aussi, je veux bien entendre tout le développement sur les présidents démocrates qui sont très gentils, qui pleurent, qui sont impuissants, et les républicains qui sont très méchants et qui sont soutenus par les lobbies des armes. Néanmoins, écoutez, le résultat, c'est quand même que l'Amérique de Biden n'a pas l'air d'aller tellement mieux que l'Amérique de Trump. On va marquer une courte pause, le temps du rappel de l'actualité sur CNews et Europe 1.